Je vais commencer par vous présenter alors c'est un film, j'espère qu'on va avoir le son en plus de l'image, de notre CEO qui voulait introduire le pourquoi de cette notion de fiabilité aujourd'hui dans les dispositifs médicaux. Bonjour, je souhaitais faire cette petite introduction par rapport à la présentation que vous fera Jean sur le projet RICOM, par rapport à l'importance que je trouve pour le plan de relance et par rapport à l'avenir de ces technologies en France et en Europe. Si on regarde l'évolution du besoin aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de dispositifs médicaux invasifs pour le cœur. On remplace le cœur ou des dispositifs qui vont venir en assistance sur le ventricule droit ou le ventricule gauche. On voit des dispositifs apparaître aussi en assistance pour des gens qui ont des fuites urinaires, etc., etc. On voit de plus en plus d'électronique dans le corps humain. Si je fais le parallèle avec la voiture, dans les années 80, on a mis de l'électronique dans les voitures avec des gros problèmes de fiabilité au départ et on a commencé par l'ABS où les voitures se sont mises à mieux freiner ou à freiner droit entre guillemets. On a commencé à mettre de l'électronique sur les moteurs et on a augmenté la puissance des moteurs par une assistance électronique de la mécanique. Et bien nous sommes en train de faire la même chose pour réparer l'homme, disons pour réparer l'homme à travers une assistance électronique. Sauf que dans ces dispositifs, il faut avoir une très très grande fiabilité que l'on a résolu, si je fais une analogie avec l'aéronautique, cette fois-ci en aéronautique on a résolu le problème de fiabilité par de leur redondance, ce qu'on ne peut pas faire dans le corps humain faute de place. Donc il faut qu'on travaille en amont des designs électroniques pour avoir un maximum de fiabilité. Et c'est ce que va vous présenter Jean tout à l'heure, c'est comment on peut travailler ensemble pour écrire une norme, pour avoir des systèmes électroniques invasifs ayant une énorme fiabilité pour pouvoir réparer l'homme et disons, aller plus loin disons, dans la réparation de l'homme à travers nos dispositifs médicaux. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et j'espère que Jean, en vous répondant au comment il pense faire cela, vous viendrez tous dans le club RICOM pour qu'on construise ensemble la norme de demain et en espérant que la France prendra un gros avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents internationaux. Je vous remercie de votre attention pour cette petite introduction. En fait, ce que voulait nous expliquer Patrick Collet, c'est que en fait, on est alors, je vais dire au début de l'implantation de l'électronique dans le corps humain sur des fonctions vitales. Et en fait, la notion de fiabilité commence à devenir importante. Et en fait, c'est des problématiques qu'ont connues les fabricants de voitures il y a des années et des années, voire des dizaines d'années. Sur les premières Mercedes qui intégraient l'électronique, ça posait problème. Alors tant que c'était dans l'autoradio, ça allait encore. Quand c'est venu sur des fonctions vitales, type assistance au freinage, etc., des choses qui nous paraissent tout à fait normales aujourd'hui, et ben ça a commencé à poser des problèmes de fiabilité. Il a fallu revoir sa copie dès le départ. Alors, moi je vais commencer tout de suite par les gros mots. Je vais vous présenter un peu de technique quand même sur les notions de fiabilité. Alors, la courbe en baignoire, ça parle peut-être aux gens qui font de l'électronique. C'est une modélisation du taux de défaillance qu'on appelle lambda au cours du temps de vie d'un produit. Et c'est une modélisation qui vaut aussi bien sur les composants que sur les systèmes complets. Et beaucoup de modèles de défaillance, beaucoup de calculs de fiabilité prédictive partent sur ce principe de calcul de lambda. Alors lambda c'est quoi? C'est un nombre de pannes. On a un taux de défaillance, donc c'est un nombre de pannes par milliard d'heures de fonctionnement. Alors, par milliard d'heures de fonctionnement, alors il n'y a que 10 000 heures par an, mais le nombre de pannes en fait il est statistique, donc ça veut dire que plus on a de produits en circulation, plus il y a de composants sur une carte, plus ce lambda va augmenter de manière inexorable. Et en fait, on a trois stades dans la vie d'un produit. On a un stade de jeunesse, un stade de maturité et un stade de vieillesse qui sont inexorables. Alors s'il y a des gens qui pratiquent la mécanique habituellement, en mécanique, on a la jeunesse qui correspond en fait au défaut de fabrication. Et tout de suite, on commence à avoir des phénomènes d'usure et de contrainte. Et cette courbe de vieillesse est ramée dès le démarrage. On n'a pas
courbe de maturité qu'on connaît au niveau de l'électronique et qui nous intéresse parce que c'est là où en fait on va essayer d'utiliser au maximum le produit. Pour détailler en fait la phase de jeunesse d'un produit électronique, panne fréquente, en général c'est dû à un défaut de fabrication, soit du produit, soit de la matière. Ça peut intervenir à n'importe quel moment sur un composant, sur une carte électronique, une brasure qui est mal faite, etc., etc. Il y a plein de manières de pallier ces soucis de jeunesse. Ce qu'on fait le plus, c'est du déverminage sur les produits, sur les cartes électroniques, voire même sur les produits finis derrière, qui vont nous permettre, en fait, du déverminage, on va le faire marcher, c'est-à-dire qu'on va commencer à entamer la durée de vie du produit, mais en fait, entamer la durée de vie du produit, ben, c'est justement ce qui va nous permettre de passer cette phase de jeunesse et de pouvoir attaquer la phase de maturité qui nous intéresse, parce que c'est celle où, en fait, le taux de défaillance est le plus faible, et c'est celui qui va nous intéresser à partir du moment où on va mettre de l'électronique dans le corps humain, c'est d'avoir une fiabilité la meilleure, donc un taux de défaillance le plus faible possible. Ce taux de maturité, cette phase de maturité, c'est l'utilisation normale d'un produit. Alors le taux de défaillance n'est jamais nul, hélas. Il a toujours une valeur, aussi faible soit-elle. Mais l'intérêt, c'est qu'il est constant et qu'il est le plus faible possible. Et à partir du moment où ce taux de défaillance est constant, ça veut dire qu'on peut travailler travailler mathématiquement, à faire de la fiabilité prédictive dessus, hein, où on va pouvoir additionner les taux de défaillance des composants qui marchent ensemble pour pouvoir déterminer un taux de défaillance prédictif des produits. Et puis la dernière phase, une phase de vieillesse, où en fait le taux de défaillance remonte. Alors là, ça peut être lié à des phénomènes qui sont plus d'ordre de conception du produit, mais inhérents en fait à la fabrication. Ça peut être de l'usure de piles, de la charge-décharge de batterie qui au bout d'un moment commence à poser des problèmes de phénomènes de mémoire. Ça existe encore un peu quand même. Ça peut être juste des mémoires flash qui au bout d'un moment ne veulent plus s'écrire normalement parce qu'on est limité en nombre de cycles de lecture-écriture. Mais en fait, on en tient compte en général lors du design du produit. Alors comment c'est traité cette fiabilité d'électronique ? Quelles sont les spécificités médicales par rapport à l'aéronautique? En fait, dans l'aéronautique, et puis même dans les calculateurs voitures ou autres, on va travailler beaucoup sur la redondance, qu'on appelle même redondance dissemblance. En fait, on va avoir plusieurs électroniques qui vont faire la même chose, mais avec des composants différents, avec des équipes de design différentes, des types de fabrication différentes, qui font que ça ne va pas tomber en panne en même temps, qu'on n'a pas de risque commun de panne. Si je prends l'exemple ici, on est sur des calculateurs de FADEC, c'est des calculateurs de réacteurs d'avion. Hein. Ceux qui ont mis en avion, ils ont mis leur vie entre cette machine-là. Hein. On a trois calculateurs qui sont sur la même carte, dessinés par des équipes différentes, composants différents, donc peu de risque de mode commun de défaillance. Des calculateurs comme ça, il y en a 2 par réacteur, puis des réacteurs, il y en a plusieurs par avion. Et évidemment, un biréacteur, c'est fait pour pouvoir voler avec un seul avion. Et en fait, quand on regarde de ce côté-là, il y a beaucoup de systèmes redondants. Et puis, quand on fait en électronique, surtout en implantable, sur du médical, on n'a pas beaucoup de place, donc on a très peu de redondance. On a quand même beaucoup de composants électroniques, hein, c'est pas rare d'avoir 500 composants électroniques dans un système, alors c'est entre 200 et 500 on va dire, et avec une fiabilité, hein, le taux lambda, le taux de défaillance lambda dont je parlais précédemment, qui vaut, alors on l'établit ici pour faire les calculs, à 10-9, après ça dépend des composants. 10-9 ça veut dire que j'ai une panne par milliard d'heures de fonctionnement. Alors ici la différence entre les deux c'est quoi? C'est que sur un calculateur d'avion, avec toutes les redondances, si j'ai un composant qui tombe en panne, ça pose pas de problème, j'ai des calculateurs qui vont prendre la main derrière, l'autre réacteur, etc., etc. Quand on regarde pour toute la flotte d'avions en vol, on a moins d'un risque sur 100 ans de panne catastrophique sur des pannes liées à un composant sur ce calculateur, et heureusement pour nous. Par contre, sur une application dans le médical, on va retrouver une panne pour X années de fonctionnement. Hein. Si on s'amuse à faire le calcul ici, on va se dire, ah oui, ça fait une panne pour 230 ans de fonctionnement. Bon, pour une personne, ça va encore, mais comme c'est une notion statistique, ça veut dire que si j'ai 230 personnes, j'ai parmi ces 230 personnes la chance d'avoir une panne par an.
sur ce produit électronique implanté. Donc c'est quand même plus négligeable du tout et ça pose problème. Et surtout, on est directement contraint par la fiabilité des composants. Autant ici, en fait, ce sont les niveaux de redondance qui nous permettent de gagner en fiabilité, autant ici, il y a vraiment, comme il n'y en a pas ou peu de redondance, on est vraiment sur la fiabilité des composants qui est très importante. Et croyez-moi ou non, aujourd'hui, il n'y a pas de grade médical sur les composants électroniques, c'est pas normé. On a des normes sur les composants électroniques au niveau fiabilité, sur le spatial, sur le militaire, un petit peu sur l'aéronautique, mais ils utilisent beaucoup d'automotive, donc automobile, et un petit peu de militaire. Mais sur le médical, il n'y a rien du tout. Alors on trouve dans des données de fabricants de composants des informations sur le grade médical, mais en fait c'est pas normé. C'est un grade spécial qu'ils font, sans dire pour autant, sans expliquer autant de manière très claire ce qu'ils ont de plus ces composants par rapport aux autres, sinon le prix. Et pourtant il y a un besoin. Parce qu'en fait, quand on va essayer de mettre un dispositif médical avec de l'électronique, comme tout dispositif, on passe par une phase de certification. Hein. On démarre, on fait une maquette, des levées de fonds, etc. Surtout sur les startups. On arrive à un moment donné, on veut faire une certification, on veut aller voir avec la sécurité sociale pour se faire rembourser son dispositif médical, parce que c'est quand même la meilleure manière de le vendre. Et puis, se pose le problème de la fiabilité. Ah oui, mais le dispositif, il dure combien de temps? Est-ce qu'il est fiable ou pas? Et quand on s'en est pas préoccupé avant, c'est un gros problème. Et on se rend compte qu'il y a un besoin en fait d'avoir une norme pour harmoniser toutes ces informations de grade médical sur les composants et pour pouvoir déterminer déjà des fiabilités prédictives le plus en amont possible. Hein. C'est pas au moment ici où on se dit tiens, il faut faire des tests de fiabilité où j'en suis qu'il faut revoir toute la conception depuis le début. Donc, toute cette notion de fiabilité au niveau du composant a pour but, en fait, derrière, d'obtenir des données prédictives sur la fiabilité du produit fini. Donc on a créé un projet qui s'appelle RICOM, qui a pour but de créer une base de données de composants qualifiés, de rédiger une norme. Ça, c'est le tout premier impact derrière de ce groupe de travail, c'est de rédiger une norme pour pouvoir dire voilà à quoi doit correspondre un composant électronique utilisé sur du médical implantable, pouvoir commencer à travailler sur des bases de données de l'autre composant, éventuellement distribuer des autres composants qualifiés, mais ça il faut qu'on voit avec les distributeurs ce qui est possible de faire, parce que distribuer des composants électroniques c'est un métier à part. Mais le but de tout ça, c'est vraiment de créer de la valeur pour accélérer les développements et puis gagner en time to market, accélérer tout ce qui est qualification à moindre risque et à moindre coût sur tous ces équipements médicaux qui intègrent de l'électronique. Alors quand on regarde sur quel point on peut jouer au niveau électronique, à quel point ces composants sont importants, déjà dès l'étape de développement, on travaille déjà sur le choix des composants, donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir guider l'utilisateur de l'électronique dans son choix de composants. Si ces composants n'existent pas, il faut que je regarde comment on peut les qualifier. En industrialisation, on va peu intervenir, mais on va travailler derrière au niveau de la fabrication et de la fiabilité prédictive. Alors, fiabilité prédictive pour faire tous les calculs en amont avec les taux de défaillance, voir si on risque d'avoir des problèmes ou pas. Mais aussi au niveau de la fabrication, parce que on imagine, et puis nos premiers essais qu'on a fait, ça fait quelques années déjà, nous démontrent que on a beau à choisir les composants ils sont issus de certains lots de fabrication, et d'un lot de fabrication à l'autre, on peut avoir des différences de fiabilité qui pourraient remettre en cause en fait les modèles qu'on a calculés dès le départ. Et puis après, maintien en condition opérationnelle, c'est tout ce qui est MCO et surtout le suivi d'obsolescence des composants, parce que aujourd'hui le marché des composants est tiré par le consumer, les smartphones, la télé, les tablettes, etc. Des choses où on a des renouvellements de gamme de composants tous les 2 ans à 5 ans, alors que quand on travaille sur un dispositif médical, on aimerait bien avoir des composants qui sont disponibles sur le marché pendant au moins 10-15 ans pour avoir à ne pas requalifier systématiquement toutes nos nomenclatures.
Alors ce projet RICOM, et nous on travaille avec Waste Valorisation, hein, qui est une SAT qui fait le lien entre pas mal d'entreprises et d'entreprises naissantes, un type start-up qui travaille sur les dispositifs médicaux. Et on travaille avec le LARISC, un laboratoire d'Angers, un laboratoire à Angers qui est spécialisé en fait dans tous les domaines de fiabilité et particulièrement dans l'électronique médicale. C'est un projet qui est financé dans le cadre du plan France Relance, hein, par BPI France et aussi par la région Pays de la Loire. Et en fait, notre besoin aujourd'hui, c'est de créer en fait un réseau autour de cette norme. Alors pourquoi créer un réseau? Parce que quand on démarre une norme, donc soit les autorités normatives, la FNORM en France, sont saisies tout de suite parce qu'il y a un intérêt. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas montré qu'ils avaient intérêt à aller là-dedans. Donc en fait, on va écrire ce qu'on appelle une norme expérimentale. Et après, on va passer par des phases normes expérimentales et puis travailler. Après, une fois que la norme expérimentale est construite, on va travailler avec la FNORM pour la faire reconnaître. Mais une norme, ça doit répondre à tout un tas de besoins. Et en fait, notre intérêt derrière le projet RICOM, c'est de fédérer les gens qui peuvent avoir besoin, que ce soit des fabricants de dispositifs médicaux, mais également des fabricants de composants. Et également, de toute façon, la FNORM va venir dessus, ils vont être un peu obligés de venir dessus, mais aussi des organismes professionnels et autres qui peuvent être intéressés sur cette notion de fiabilisation sur les composants électroniques. D'où le club RICOM qui va être associé à ce projet et que je vous invite à rejoindre d'ailleurs. L'idée, en fait, on a un site internet, un club RICOM. Le principe, c'est à partir du moment où on va être inscrit sur le site, on va être à jour de toutes les avancées sur ce travail qu'on fait, qui est technique. Hein. C'est un travail où on fait des vieillissements accélérés de composants pour regarder comment ils dérivent, est-ce qu'il y a des pannes, de quel type elles sont, est-ce que ça a un impact est-ce que c'est quelque chose de très ponctuel ou est-ce que c'est plus général lié à un type de technologie de composants. On travaille sur des modèles qui existent déjà, hein, c'est un modèle qui s'appelle FIDES, de fiabilité de composants, qui existe déjà, sauf qu'en fait c'est un modèle qui est basé sur l'aéronautique et la défense, et en fait qui ne prend pas en compte tout ce qui est aujourd'hui les composants sous miniature, et qui ne prend pas en compte non plus le profil de mission spécifique, par exemple d'un dispositif médical implantable, qui est quand même à température constante et qui permet d'avoir des informations un environnement de fiabilité beaucoup moins contraint qu'un composant qui est soumis à des vibrations, à des chocs thermiques, etc., qu'on pourrait trouver dans un char ou dans un train d'atterrissage d'avion. Donc, vraiment, le but de ce club internet, de ce club structuré autour de site internet RICOM, c'est d'être à jour des dernières avancées, de prendre en compte toutes les problématiques du métier, de votre métier au niveau dispositif médical, structurer l'évaluation de la fiabilité, donc tout ça c'est par rapport à la norme et à l'optimisation des données de modélisation qu'on va pouvoir apporter. Le fabricant de dispositifs médicaux, lui, se concentre sur son métier et la fiabilité, en fait, elle va être confiée directement à tout ce système qu'on va créer autour du composant électronique et des modèles de calcul qui existent déjà. Ça peut vous permettre aussi de dialoguer avec des fabricants de composants, dialoguer avec des fabricants de PCB aussi, dialoguer avec des confrères qui ont les mêmes problématiques que vous au niveau électronique, à essayer d'inciter un fabricant de microcontrôleurs, par exemple, qui est très intéressant, à aller chercher à qualifier son produit sur cette nouvelle norme. Donc tisser des liens avec les fabricants, puis des forums d'échange, des rencontres, etc., etc. Le principe, c'est d'accélérer le time to market de vos produits. Comment nous rejoindre? Alors c'est simple. C'est simple, il y a un site internet, ricom.org. Il y a tout dessus. Par contre, la demande, avant de rentrer dans ricom.org, elle doit être approuvée par notre rapporteur de projet.
donc Tronicall, Laris et West Valorisation. Alors pourquoi Pourquoi C'est parce qu'il y en a beaucoup de gens qui confondent calcul de fiabilité avec l'obsolescence programmée. Bah oui, parce que le calcul de fiabilité, il va dire que le système il va tomber en panne à un moment donné. On ne sait pas quand, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 50 ans, mais il y a des chances qui tombent en panne. Et on ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui militent contre l'obsolescence programmée, qui viennent mettre un peu le bazar dans tout ce beau projet en disant, bah, vous voyez, on le savait, ils veulent nous faire mourir plus tôt que prévu, puisqu'ils ont prévu que ça allait tomber en panne. Non, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de pouvoir travailler tranquillement entre professionnels de l'électronique, du dispositif médical, des composants, etc. et de pouvoir échanger librement dessus pour pouvoir être serein et ne pas craindre des informations publiques qui seraient détournées à d'autres fins. Voilà. Donc l'adhésion est gratuite. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site dès aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet, vous pouvez nous répondre. On est sur le stand 72, c'est à côté du bar. C'est stratégique comme emplacement. Voilà. En fait, le but, c'est vraiment, on a aujourd'hui des avantages concurrentiels en France sur les DIMLA. Le plus on sera en avance. Et en fait, le projet RICOM, c'est une manière d'être encore en avance, parce que quand je dis qu'il n'y a pas de normes qui existent, il n'y a rien au niveau international non plus, ça pourra nous permettre de conforter cette avance et puis de pouvoir arriver à cette norme qu'on espère internationale d'ici quelques années. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.